Au départ, merci à toutes et à tous d'être venus écouter Patrick Berthier présenter Chronique du Caire, l'inédit, pas tout à fait, mais on va dire que oui, d'Henri Guillemin, et surtout une édition préparée par Patrick. Merci à Chan de nous accueillir. Henri Guillemin, c'est un monde. Patrick l'a connu très tôt, à 29 ans, et ne l'a pas lâché. Un coup de très forte amitié, un coup de foudre intellectuel, affectif. Et de ce fait, on est devenu son biographe et surtout un expert, absolument incollable sur le sujet. Si bien que on désire bien sûr faire connaître Henri Guillemin, même s'il renaît grâce à ses conférences relayées par Internet, mais beaucoup de travail reste encore à faire. C'est pour cette raison qu'avec Patrick, un autre Patrick Crodel, le neveu de Guillemin, l'édition Utovie, et le fils aîné de Guillemin, il y a 4 ans exactement, nous avons créé une association pour développer l'œuvre et la vie de Guillemin. L'association qui, je signale au passage qu'il y en a déjà une autre qui a été créée avant nous, qui travaille aussi sur de manière convergente avec Macron. Et nous faisons feu de tout bois pour faire connaître tout azimut cet homme. Je ne vais pas être plus long, j'ai distribué parmi vous, je pense, des petites fiches avec tous les coordonnées de l'association, notamment le site qui est alimenté régulièrement tous les 15 jours par des lettres d'information, des newsletters pour les Anglais, qui donnent des actualités sur Guillemin. Alors, je crois que Fernando vous a distribué, ou passé quelque part. Voilà ce que je voulais vous dire. Guillemin, certains connaissent pas. Patrick va présenter l'homme et surtout Chronique du Caire, qui est pour moi un bijou, une porte d'entrée une des portes d'entrée dans l'œuvre de Guillemin. Merci Édouard. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Alors, oui, je vais présenter Guillemin, mais je voudrais aller assez vite à l'intérieur de ce livre en expliquant pourquoi on a décidé de le faire et comment il a été réalisé. Donc, déjà le resituer, 1903-1992, ça fait bientôt 30 ans déjà qu'il est parti. Et c'est vrai qu'il connaît depuis quelque temps une sorte de renaissance médiatique par la diffusion de ses conférences sur Internet. Donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas lu ses livres, mais qui connaissent, et notamment des gens assez jeunes, qui connaissent des conférences historiques de Guillemin qu'ils ont pu voir par ce biais. Et je donnerai un exemple. En 2013-14, nous avons fait un colloque sur Guillemin et la Révolution, un des deux qui ont eu lieu, et un jeune chercheur a travaillé sur les vues sur YouTube des conférences de Guillemin sur Robespierre. Et c'était très intéressant parce que ça marchait par dizaines de milliers de vues. Donc il y a une vraie notoriété de Guillemin. Mais évidemment, c'est un aspect de son œuvre. Un aspect très important parce que je ne pourrais jamais les compter, mais entre la famille, les amis, les connaisseurs, on estime qu'il a fait plus de 2000 et peut-être aux environs de 3000 conférences dans sa vie. Donc, bien sûr qu'on ne les réunira jamais toutes. Il en existe, on peut trouver sur Internet, il en existe qui ont été édités, mais c'est un aspect de l'œuvre. Alors, il y a un deuxième aspect de l'œuvre qui a été connu depuis longtemps, mais pas une grosse diffusion, parce que les livres de Guillemin, sauf exception, n'ont jamais eu des très gros tirages. C'est ce qu'on appellera son œuvre de livre. C'est-à-dire qu'il a publié
d'abord une thèse de doctorat sur Lamartine, mais surtout à partir de 1950 et jusqu'à sa mort en 92, enfin il a travaillé vraiment jusqu'au bout, il a publié pratiquement un volume par an, soit sur un sujet d'histoire littéraire, soit sur un sujet d'histoire tout court. Alors il y a des grandes réussites comme Les origines de la commune, qui compte 4 volumes qui retracent finalement toute l'histoire de la préparation de la guerre de 70 et de l'avènement de Monsieur Thiers, comme il disait. Et puis il y a des livres d'histoire littéraire qui en leur temps ont fait scandale parce que Guillemin osait dire que Vigny n'était pas intouchable, osait dire que Chateaubriand avait menti, et donc à chaque fois qu'il y a eu des polémiques qui ont un petit peu construit une certaine image de lui, hein, le démolisseur, le guetteur des alcôves, enfin on lui a lancé pas mal de noms d'oiseaux de ce genre. Bon. Alors, dans ces livres, dans cette cinquantaine de livres qu'il a publiés, il y a des recueils d'articles de lui qu'il a réunis lui-même. À vrai dire, éclaircissement, pas à pas, par exemple. Mais j'ai fait, il y a quelques années maintenant, une bibliographie qui dépasse 120 pages, uniquement faite des titres des écrits de Guillemin, dont les 4/5e sont des articles de revues ou de journaux. Et ça, c'est une partie de son œuvre qui reste encore très largement à découvrir. Là aussi, je donne un exemple que je trouve très pittoresque. La compagne de l'éditeur Dutovy, donc Jean-Marc Carité, sa compagne Marie, m'a envoyé il y a récemment une trouvaille qu'elle a faite dans une brocante d'un roman de Bertrand Blier intitulé Les Valseuses, qui est le roman dont il a tiré son propre film. Et elle m'envoie la photo du dos de couverture, où il y avait 4 ou 5 opinions de critiques, dont une de Guillemin complètement enthousiaste, avec la référence Le Provençal. Et donc, ça, je savais que Guillemin avait fait pendant 2 ans une série de chroniques dans Le Provençal, qui est donc un quotidien marseillais, et il a intitulé cette chronique « Chronique d'un irrégulier », qui est un joli titre Guillemin. Et donc, ça, je ne les connais pratiquement pas du tout. Et l'idée qu'il a fait un petit paragraphe sur les valseuses, évidemment, ça me donne très envie d'aller y voir. Ça sera peut-être un projet pour plus tard. Alors, donc, les chroniques du Caire, elles se placent un peu dans ce dernier volet. Hein. Ni l'œuvre déjà connue, ni l'œuvre médiatique, on va dire, les conférences, et notamment les conférences telles que diffusées sur Internet, mais la forêt des articles qu'on ne connaît pas ou pratiquement pas. Alors le cas des chroniques du Caire est très intéressant parce que c'est le début de la carrière universitaire de Guillemin, qui a d'abord été professeur du secondaire pendant qu'il préparait sa thèse sur Lamartine. Il a passé cette thèse en 1936 et il a eu une proposition à ce moment-là du service des œuvres françaises à l'étranger, comme on appelait cet organisme, pour prendre un poste au Caire, un poste d'enseignant de littérature française à l'université francophone du Caire, qui était une université, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais qui était une université plutôt florissante. Il m'a dit qu'il avait eu plusieurs centaines d'étudiants chaque année pendant les 3 années qu'il a passées là-bas. Donc il y a été de la fin 36 à la fin 38, ou du moins à l'été 38. Et au bout d'un an et demi à peu près, le quotidien francophone du Moyen-Orient, qui était publié au Caire, mais qui était diffusé aussi au Liban, en Syrie, enfin dans tous les territoires qui dans l'entre-deux-guerres étaient encore très francophones, et qui s'appelle La Bourse égyptienne, qui est donc un grand quotidien, notamment d'information et d'économie, mais qui a chaque dimanche une page littéraire entière. Et on a donc proposé à Guillemin de prendre la responsabilité d'une rubrique de critique des romans nouveaux. Donc ça a commencé en novembre 1937, donc ça faisait déjà plus d'1 an qu'il était là-bas, et lui il est rentré en France pour prendre un poste à Bordeaux à l'été 1938, mais il a continué à collaborer avec ce journal du Caire jusqu'à la guerre.
La dernière chronique publiée est du 22 octobre 1939. Et bon, après, évidemment, les événements ont fait que ça ne s'est pas poursuivi. Et pendant ce laps de temps, donc, de novembre 37 à octobre 39, il a publié 98 chroniques, dont j'ai retenu dans ce volume 32 ou 33, il y en a une qui n'est pas tout à fait complète, mais disons un peu plus du tiers, pour essayer de donner un aperçu le plus intéressant possible de ce qu'était cette rubrique de critique littéraire. Alors je vais vous en parler un peu, mais je voudrais essayer de ne pas être trop long pour que vous puissiez poser des questions aussi. Je vais faire une première remarque, c'est que sur l'étendue de temps que ça représente, de l'automne 37 à l'automne 39 et donc à la guerre, pas le ton à proprement parler, mais les centres d'intérêt ont évolué. Dans la première année, c'est vraiment surtout des critiques de romans, d'auteurs extrêmement divers, connus dans certains cas, Mauriac, Simenon, très inconnus dans d'autres, et des gens qu'on ne peut guère sortir du silence sans un gros travail de réinformation qui n'est pas forcément toujours intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas retenu tout. Puis d'abord, ça aurait fait un volume 3 fois plus gros que celui-là, donc c'était un petit peu difficile. Donc d'abord des chroniques de romans. Et c'est très intéressant de voir comme ce Guillemin, qui a 35 ans environ à ce moment-là, est un dévoreur de romans. Il lit plusieurs romans par semaine. Puisque les semaines où il n'est pas content de ce qu'il a lu, il fait des chroniques sur 3 romans dans le même article, en commençant éventuellement par « pas de chance cette semaine », ce qui permet de deviner qu'il va plutôt dire du mal des livres qu'il a quand même fini par retenir parce qu'il s'est engagé à faire une chronique chaque dimanche et que il faut écrire quelque chose. Et ce n'est pas forcément les plus inintéressantes, parce que les raisons pour lesquelles on n'aime pas sont quelquefois très révélatrices de l'état d'esprit de celui qui écrit. Alors je vous lirai tout à l'heure des échantillons, mais je voudrais d'abord donner une couleur générale. Quand on s'avance dans le temps, mais ça commence en fait dès 1938, on voit que l'actualité internationale et le péril de guerre prennent de plus en plus de place. Guillemin parle de l'espoir de Malraux, parle des grands cimetières sous la lune de Bernanos, parle du journal d'Allemagne de Denis de Rougemont, et de beaucoup d'autres, Jeunesse sans Dieu de Horvath, aussi un écrivain hongrois. Et ce sont des textes où évidemment il est comme tout le monde, il ne peut pas donner la date du début de la guerre, il ne sait pas quand elle éclatera, mais il sent que ça vient. Et le ton devient plus profond, on va dire. Ce qui n'empêche pas qu'il continue parfois de faire des articles sur des auteurs plus inattendus. Mais enfin, plus le temps avance, et plus, je dirais, l'atmosphère mondiale pèse. Et les toutes dernières chroniques, notamment, sont évidemment tout à fait teintées par l'actualité. Alors je pense que c'est le moment inévitable où il faut prononcer le nom de Céline, parce que l'attitude de Guillemin à l'égard de Céline est toujours un peu déroutante, même quand on le connaît, quand on l'a bien connu, comme j'ai eu la chance de le faire. Il avait une admiration sans borne pour le talent d'écrivain de Céline. Il s'est déjà permis de ne pas forcément être d'accord sur le génie littéraire de Céline, mais c'est au point que, à l'époque où Céline publiait avant la guerre, Guillemin, on va dire très tranquillement et très simplement, manquait pour le moins de sens critique sur le fond. Quand il rend compte de bagatelles pour un massacre, j'ai calculé, il y a 4% de l'article sur l'antisémitisme.
quand même un petit peu gênant pour un livre de ce genre. Alors, ce qui est intéressant, et j'ai fait un chapeau copieux pour cet article-là, justement pour cette raison, c'est que Guillemin est revenu 36 fois sur Céline, il adorait cet écrivain. Céline, un monsieur qui me passionne, c'est un des titres d'articles sur Céline qu'il a publié dans les années 70. Et le tout dernier article qu'il a fait, à la fin des années 80, il était vraiment déjà pas loin de sa mort, il a fait un compte-rendu dans un hebdomadaire de Neuchâtel, où il vivait, en Suisse. Il faisait une chronique tous les 15 jours, je crois. Et il a fait un compte-rendu de la biographie de Céline par Frédéric Vitou, qui est une bonne biographie de Céline, qui a été reconnue comme telle. Il dit que c'est très bien, mais il prend les 2/3 de l'article pour dire quand même, je ne suis pas tellement fier de ce que j'ai écrit il y a 50 ans sur Céline, il faudrait peut-être réviser un petit peu les choses. Donc il y a une image complexe de Guillemin face à Céline. Moi, je l'ai toujours entendu dire que Céline était un génie. Ça allait jusqu'à, disons, masquer peut-être certaines choses. Donc, bien sûr qu'il n'était pas question de ne pas mettre dans ce volume la chronique sur Bagatelle et la chronique sur l'école des cadavres, les deux pamphlets de Céline publiés dans la période où Guillemin était à la Bourse égyptienne. J'ai essayé de les annoter avec calme, de manière à les faire comprendre, on va dire. Mais enfin, c'est vrai que ce sont des textes un petit peu déroutants. Parce que si on les met à côté des grandes critiques qu'il a faites de l'espoir de Malraux ou des grands cimetières de Bernanos, il y a une distorsion qui est un petit peu curieuse. Bon, mais c'est ainsi. Alors, je voudrais venir à autre chose qui est une approche par un autre angle, qui est celui de l'écriture de ces chroniques. Chacune d'entre elles, dans le format de ce livre, fait entre 4 et 5 pages environ. Donc ce n'est pas des textes longs, hein, ça faisait 1/4 de la page du journal au maximum. Et dans cet espace de pages, dans cet espace de papier, Guillemin utilise plusieurs types de méthodes. Il peut faire ce qu'on appelle l'analyse du livre, c'est-à-dire raconter son contenu sans forcément citer abondamment. Il peut, dans d'autres cas, au contraire, utiliser la citation comme tissu même de son propos. C'est très net, par exemple, pour quelqu'un comme Simenon. À cette époque-là, il ne connaît pas Simenon personnellement, je veux dire. Ils se sont rencontrés beaucoup plus tard et ils se sont fréquentés. En Suisse, ils se connaissaient bien. Mais là, pour lui, Simenon, depuis qu'il ne fait plus de Maigret, puisque on croit à cette époque que le dernier Maigret de 1934, où Maigret est parti à la retraite à Main-sur-Loire et à la pêche à la ligne, c'est le dernier, il n'y en aura plus, tout le monde pense qu'il n'y en aura plus. Et Simenon s'est mis à écrire ce qu'il appelait ses romans durs. Et Guillemin fait notamment un compte-rendu absolument extraordinaire, à mon goût, à moi, d'un roman qui s'appelle L'Assassin, qui est un de ces romans qui n'est pas policier, puisqu'on sait dès le début qui a tué qui, hein, mais l'enquête, si on peut appeler ça une enquête, l'étude psychologique, si vous préférez, c'est d'essayer de creuser le mystère de cet homme qui a tué et de l'image qui est la sienne dans la ville où il a tué. Et donc c'est une étude de climat, hein, comme on pourrait dire en reprenant le titre d'un roman de Mauroy de cette époque-là. Et Guillemin essaye de mouler ses phrases à lui sur la façon si brève, si efficace qu'a Simenon de faire ses romans psychologiques non policiers. Mais dans d'autres cas, quand le texte lui plaît, c'est le cas pour l'espoir de Malraux notamment, il cite longuement parce qu'il trouve que c'est la seule manière de donner les dimensions de l'œuvre dont il parle. Alors je voudrais prendre 2 exemples. Si on a le temps, on pourra éventuellement
prendre deux autres, mais enfin, j'en ai retenu deux pour donner vraiment deux éclairages très différents. Alors le premier, c'est un article sur Colette. Ça n'est pas un des livres de Colette les plus connus, c'est une question de date à laquelle Guillemin écrit à ce moment-là. C'est un recueil de 4 nouvelles qui s'appelle Bella Vista, c'est le nom d'une des 4 nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il parle du talent de nouvelliste en l'occurrence, mais disons de romancière au sens large, de Colette. Donc on est en fin 1937 ou début 38. Colette est déjà une assez vieille dame, connue depuis très longtemps et dont le statut littéraire est considérable, évidemment. Pas besoin de le dire. Et je trouve que la manière dont Guillemin aborde ce recueil de Colette donne une bonne image du critique littéraire qu'il aurait pu rester s'il avait continué dans cette voie. Parce que finalement, après la guerre, et pendant le reste de sa vie, il a fait très très peu de critiques de romans. Il faisait surtout des critiques de livres politiques ou idéologiques, pour aller vite. Donc là, je prends le début, je ferai une toute petite coupure juste destinée à donner les titres des nouvelles qui a peu près d'intérêt pour ce que je veux vous lire, puis je lirai un petit peu plus loin encore, en essayant de lire pas trop mal parce que c'est vraiment bien. Voilà déjà bien des années que Colette écrit, et son talent ne vieillit pas. D'avance, en voyant son nom sur un nouveau livre, nous sommes sûrs d'un plaisir qui nous est promis. Nous savons que nous ne pouvons pas être déçus, que Colette est pour elle-même difficile, et que ce qu'elle nous propose, si elle l'a jugé digne d'être publié, c'est que son contentement sagace prépare le nôtre et nous le garantit. Colette, écrivain, dispose d'un charme que nous lui avons toujours connu et dont la puissance ne faiblit point. Elle en use avec une maîtrise souveraine, un discernement où se trouve en même temps une adroite finesse, une sûreté jamais en défaut. Le don qu'elle a reçu, et qu'il apparente si étrange ou même scandaleux que puisse paraître le rapprochement à Claudel, je ne sais pas ce que Colette en aurait pensé ou en a pensé, c'est d'exprimer avec une intensité singulière le délice des choses créées. Pour chanter les nourritures terrestres, avec guillemets, Gide, malgré tout, est trop cérébral. Il y met trop de pensées et d'arrière-pensées. Il se pose trop de problèmes, même quand il affecte de les récuser. Il y a trop de drame en lui, une paix trop durement conquise et toujours douteuse. Nous savons la contrainte que recouvre cette allure d'abandon. Nous connaissons la ride que garde ce visage qui se voudrait enfin détendu. Chez Colette, rien de semblable, mais une sorte de participation essentielle, minérale, à la force des choses, à la beauté de l'univers, à l'enchantement de la vie. Colette n'a pas besoin de réfléchir, ni de raisonner, encore moins de se monter la tête pour célébrer la joie de la terre, du soleil, des plantes, de l'eau. Elle est accordée à toutes ces choses plus étroitement qu'aucun être au monde. Si on connaît de Guillemin Napoléon tel quel, ou ce qu'il a pu écrire sur l'affaire Dreyfus, ou ses pamphlets contre Benjamin Constant ou George Sand, évidemment, il y a quelque chose ici d'assez surprenant. En plus, j'ai mis une petite malice à choisir un article sur une femme, puisque ça a été une des grandes querelles entre nous deux. Je lui ai toujours soutenu qu'il était misogyne, et il a toujours soutenu le contraire. Mais là, c'est vrai qu'il rend à Colette un bel hommage, et que, pour moi, c'est un des textes du volume qui donne le ton de cette critique littéraire de qualité qui est celle de Guillemin.
Alors avant de donner l'autre exemple, je voudrais, parce que j'ai peur d'oublier, je voudrais parler d'un autre article qui m'a beaucoup étonné quand je l'ai découvert, je l'avoue tout simplement. C'est le compte-rendu d'un livre d'Hemingway. Il y a pas mal de compte-rendus de livres étrangers, de romans étrangers traduits ou de livres qui ne sont pas des romans. L'Arche dans la tempête d'Elizabeth Gooch, par exemple, pour citer quelque chose qui a été hyper célèbre en son temps. Et d'Hemingway, Guillemin chronique Mort dans l'après-midi, qui est une réflexion polémique sur la corrida, en défense de la corrida. Hemingway était un fou de corrida, il l'a même pratiqué. Et donc la structure du livre est relativement simple, c'est une vieille dame hostile à la corrida qui parle au narrateur, et le narrateur essaye de lui démontrer de 36 façons successives que si, la corrida c'est un univers extraordinaire. Et Guillemin commence son article en disant tout de go qu'il est tombé dans la corrida quand il était petit, que c'est une passion absolue pour lui, qu'il franchit la frontière pour aller voir des corridas, et qu'on ne lui fera pas penser autre chose. Il dit évidemment à ses lecteurs, vous allez peut-être être scandalisés, mais bon, c'est ainsi et ça n'est pas autrement. Et ça m'avait tellement étonné que j'ai demandé à son fils Philippe, qui m'a dit mais oui évidemment, il allait tout le temps voir des corridas, il allait jusqu'à San Sébastien, jusqu'à Bilbao voir des corridas, ce que j'ignorais complètement. Donc ceci pour dire que si on étend la sélection que je réduis pour ne pas être trop long, on a une diversité de tons et de sujets qui est extrêmement étonnante. Il n'y a pas du tout d'effet de monotonie ou de répétition. Même parler des cimetières sous la lune de Bernanos très peu de temps après l'espoir de Malraux, puisque les deux livres sont parus pratiquement en même temps, c'est deux textes tellement différents sur le même sujet de la souffrance de l'Espagne que on n'a pas du tout le sentiment qu'ils se répètent. Certes, il ne faut pas idéaliser les choses, certes, comme n'importe qui écrit quelque chose toutes les semaines, il y a des semaines moins bonnes et puis il y a des semaines où il réutilise des recettes rhétoriques par exemple. Notamment quand il veut se moquer. Parce que, disons que sur 98 chroniques, il y en a une bonne dizaine qui sont vraiment des descentes en flammes pour se faire plaisir. De choses qu'il trouve totalement insupportables. Alors il y en a une notamment qui vise Gabriel Chevalier, avec 2 L, celui qui a fait Clochemerle. Et il trouve que l'humour... à bas la calotte de Chevalier, ça ne vaut vraiment rien. Lui, Guillemin, à cette époque-là, est un catholique déclaré plutôt militant. Il n'arrête pas d'en parler d'ailleurs dans ses chroniques. Ce qui est intéressant dans ce journal publié dans l'Afrique du Nord, au sens large du terme. Et j'ai perdu ma virgule parce que j'ai mis une parenthèse que j'aurais pas dû mettre. Je ne sais plus où je voulais aller. Oui, si, voilà. Et donc, il a un certain nombre d'écrivains qui l'intéressent, mais dont il n'hésite pas à dire beaucoup de mal s'il les trouve décevants sur un roman donné. Par exemple, quelqu'un d'autre qui a été immensément apprécié et qui est bien oublié aujourd'hui, c'est Lavarande. Jean de Lavarande qui a fait beaucoup de romans. Quand un Lavarande lui paraît pas bon, il dit c'est pas bon. Et il n'hésite pas à le dire. Alors l'exemple que je voudrais prendre, il faut un peu le préparer et le présenter, sinon on ne comprend pas la saveur de ce que je vais vous lire. Il s'agit d'un écrivain qui s'appelle, c'est un pseudonyme, il s'appelle Pierre Frondet, F-R-O-N-D-A-I-E. C'est quelqu'un qui a eu une notoriété de romancier, c'est lui qui a écrit en 1925, je crois, L'homme à l'hispano, qui a été un grand succès à son époque. Et dans les années 30, il est devenu mussolinien ou mussolinolâtre, comme vous voulez, et il a publié un roman qui s'appelle Le Volontaire.
dont Guillemin fait la chronique. Le sujet du roman est... Enfin, on ne peut pas le résumer autrement qu'en lui donnant une allure caricaturale, mais je l'ai lu, c'est abominablement mauvais, enfin, c'est vraiment un très mauvais livre. Le volontaire, c'est un vieux papa que Guillemin appelle dans son article Papa Hibou, en écrivant ça P-A-P-A-I-B-O-U, parce que c'est un papa poule qui couve ses enfants comme une mère oiseau, enfin, c'est très moquet. Et donc ce vieux militant fasciste, enfin employons le mot d'époque, part s'engager dans les troupes mussoliniennes qui vont en Espagne, à la place de son fils qui est un pleutre, qui ne veut pas y aller. Donc c'est lui, le volontaire, c'est le vieux père. Et pour bien arranger les choses, père et fils sont amoureux de la même femme. Et à la fin, le fils ayant fini par mourir, c'est le père qui élève l'enfant dont on ne sait pas duquel des deux hommes il est finalement. Enfin, c'est vraiment un très mauvais roman. Et il est nécessaire de le dire parce que Guillemin compte que son lecteur de l'époque sait qui est Pierre Frondet, sait probablement quel côté idéologique il sert, et il fait confiance en quelque sorte à la connivence de ce lecteur pour le suivre dans sa démolition du livre. Alors je vais vous lire le début et puis l'extrême fin. Donc là c'est 10 juillet 38. On ne peut pas toujours être sérieux. Quand on a lu Bernanos ou Claudel ou Malraux, il est bien permis de se détendre un peu. Seulement, on ne sait pas toujours au juste à qui s'adresser pour la récréation. Les romans policiers sont 9 fois sur 10 tellement mauvais qu'on les abandonne furieux. Les cocasseries appliquées de M. Gabriel Chevalier, donc celui qui a écrit Sainte-Colline après Clochemerle, c'est Sainte-Colline dont Guillemin a dit du mal. Donc les cocasseries appliquées de M. Gabriel Chevalier ne parviennent qu'à nous jeter le plus souvent dans l'exaspération. C'est un choix très difficile que celui d'un livre franchement drôle. J'en ai trouvé un. Je pense que c'est une bonne œuvre au seuil des vacances que de le signaler. Il s'agit du dernier né de M. Pierre Frondet. Cela s'appelle Le Volontaire. C'est un roman. Le sous-titre l'affirme. Je crois qu'on pourrait même dire plus exactement, mais dans un sens un peu particulier, c'est un poème. Une des meilleures formes du comique, chacun sait cela, est le comique involontaire. Un monsieur Péror plein d'assurance et d'emphase, et il accumule sans s'en douter les bourdes les plus infamantes. Joie dans l'auditoire. Un raffiné de l'élégance se promène avec un trou à son pantalon. Jubilation sur son passage. Il faut en effet, pour que le ridicule soit complet et atteigne à toute sa saveur, que le personnage à la fois se montre absurde et prétentieux. Nul ne songerait à rire des maladresses de langage d'un brave homme qui tâche seulement de se faire comprendre, pas plus qu'on a le goût de se moquer des accros au veston des pauvres. Le monsieur Pierre Frondet est notre délice à nous, le public, c'est qu'il ne se tient en aucune façon à aucun degré pour un pauvre homme, ou même pour un homme simple. Il est péremptoire ou badin, mais toujours souverainement. Son stylographe lui fait l'effet d'une baguette magique, et pour le beau style, il ne craint personne. Quant au pathétique, aux crises d'âme, aux fortes intrigues nouées d'un nœud gordien, c'est le maître, avec un M majuscule. Je ne serais pas surpris qu'il se préféra même en secret à M. Henri Bordeaux. Et dire ça en 1938, c'est attaquer un sommet de la célébrité romanesque. Bordeaux, académicien qui multipliait les romans dont Guillemin dit aussi beaucoup de mal.
je lis encore quelques lignes et puis j'irai à la fin. Parce que la chute est vraiment très réussie à mon goût. Le Volontaire est certainement un des livres qui m'ont fait passer cette année mes meilleurs moments de liseur professionnel. Ce n'est déjà pas mal dès la préface d'être informé par l'auteur que son livre, ce petit tableau de chevalet, dit-il si gentiment, n'est point du tout tendanciel, sic. Un peu plus loin, voici le personnage doué d'une sorte de divination fulgurale. Et puis il donne toute une série d'exemples d'images qui lui paraissent cocasses, déséquilibrées, mal choisies, ou complètement plates. Alors, autre exemple, une dame se déshabille et se regarde dans les glaces de sa salle de bain. Ces miroirs, écrit alors M. Frondet, eussent rendu jaloux Ingres, Renoir et Raphaël. Et cette fine remarque que l'on s'en voudrait de laisser se perdre, c'est à propos de la même dame, mais vêtue cette fois-ci. Elle portait, citation, une jupe à mi-jambe, receleuse, discrète et pourtant efficace de ses hanches, dont la vénusté est une preuve que la nature connaît le fin mot de l'esthétique. Fin de citation. Donc ça, c'est une autre méthode de Guillemin, vous voyez. Et évidemment que dans les livres un peu pamphlétaires qu'il a pu écrire beaucoup plus tard, on retrouve la trace de cela, le choix du vocabulaire, la façon de ridiculiser rien qu'en citant. Mais là, vraiment, on a un homme qui prend plaisir à démolir, il n'y a pas d'autre mot. Alors c'est compliqué parce que, bien sûr, le roman ne lui a pas plu, mais c'est aussi le roman d'un partisan de Mussolini, donc bien sûr qu'il n'aurait peut-être pas fait ça pour un roman de socialiste, c'est difficile de dire ce qu'il aurait fait. Et je vais aller vers la fin. Donc il a raconté toute l'histoire avec tous ces détours, retors. Et au moment de conclure, telle est cette histoire impayable, dit-il. Et alors il compare ironiquement, bien entendu, M. Frondet à Bernanos, déplaisant visionnaire. Évidemment, Bernanos a droit à son admiration en réalité. Et donc, par bonheur, voici M. Frondet qui nous détrompe et nous réconforte. Et voici, ça fait 2 lignes, la chute. Son petit tableau de chevalet, il reprend les guillemets de l'expression de la préface de l'auteur, son petit tableau de chevalet mérite les honneurs du palais de Venise. Je l'y verrai assez bien accroché au mur, dans l'antichambre naturellement. Henri Guillemin. Voilà, ça c'est un autre des aspects de ce volume que je trouve, qui à mon avis mérite évidemment qu'on s'y arrête et qu'on s'y intéresse. Alors il y a beaucoup d'autres choses. Il parle évidemment des gens qui l'aiment beaucoup, Mauriac par exemple, 3 fois, Simenon 3 fois. Et puis je voudrais aussi dire un petit mot et faire une petite... j'ai oublié de prendre ma page à l'avance, mais je vais retrouver. Alors il y a quelques textes un peu inattendus parce que c'est le hasard des livres qui lui arrivaient. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il les a choisis forcément, c'est les éditeurs qui lui envoient des services de presse. Mais il a fait un livre sur le coup de grâce de Sonia, qui à cette époque-là n'était pas du tout une auteure connue encore. Et alors, oui, je voulais vous dire un mot de la dernière chronique, celle qui est sortie le 22 octobre 1939. Donc la guerre dure déjà depuis plusieurs semaines, évidemment. C'est un livre qui s'appelle « Curieuse époque » et qui est d'un journaliste qui s'appelait Georges Rothwand, qui n'est pas particulièrement connu, qui a peu écrit par ailleurs. Et ce qui intéresse énormément Guillemin dans ce livre, c'est que l'achevé d'imprimer du livre, il le dit au début de son article, est du 13 juin 1939, donc avant, bien sûr, la guerre. Et comme maintenant c'est la guerre, on ne peut pas lire ce livre autrement qu'en se sachant en guerre. Et
il parle du contenu du livre, d'ailleurs plutôt avec sympathie, mais il réfléchit surtout à lui, lecteur, et dirais-je, nous, lecteurs, vous, mes lecteurs de la bourse égyptienne, parce que maintenant, évidemment, on ne peut plus lire ces pages comme on les lisait avant. Voilà, alors. Voilà. Il s'est creusé un tel abîme entre le présent et le passé, un passé vieux d'1 mois à peine, qu'il nous faut un effort de mémoire pour retrouver notre âme de ce temps-là, de cet hier si terriblement désormais loin de nous. C'est-à-dire le moment où c'était encore l'avant-guerre et où on ne savait pas, on n'avait pas le calendrier, évidemment. Nous étions ainsi, pourtant, pleins d'oubli. Nous faisions exprès d'oublier. Nous ne voulions pas accorder créance aux signes les plus péremptoires qui nous prédisaient nos lendemains. À force de nous reconnaître impuissants à rien changer de ce qui devait venir ou ne pas venir, nous préférions n'y plus penser. Nous disions, on verra bien, en nous bâtissant tout de même, vaille que vaille, un petit système de raisonnement destiné à nous rassurer. Ça s'arrangera, au dernier moment on évitera le pire, et pour mieux faire contre mauvaise fortune bon cœur, nous nous répétions en nous-mêmes qu'il est toujours beau de vivre dangereusement. À présent, depuis peu de jours, nous jetons sur ce passé proche un regard désabusé. Est-ce possible que nous ayons été à ce point aveugles? Comment pouvions-nous douter de ce qui nous attendait? Tout n'était-il pas clair, irrécusable, mathématiquement certain, annoncé, proclamé, préparé sous nos yeux? Les historiens des siècles futurs pourront dire, je pense, qu'au moins ces gens de 1939, on ne les a pas pris en traître, qu'ils auront été dûment avertis pendant des mois et des années du sort qui leur était réservé, que si la guerre a éclaté en septembre de cette année-là, elle n'a pas été une surprise, qu'elle n'a pas surgi du domaine de l'imprévisible, qu'on n'aura peut-être même jamais eu dans l'histoire du monde aussi parfait exemple d'événements attendus, précédés d'un tel luxe de prodrome explicite et d'avis prémonitoires. Donc ça, il l'a écrit à peu près vers le 1er octobre 1939, puisqu'il parle d'1 mois à peine depuis la déclaration de guerre, et en parlant d'un livre publié avant que la guerre n'éclate. Et on sent bien qu'il ne cherche pas du tout à accabler l'auteur. Il saisit le hasard de cette publication faite juste avant la guerre et que lui lit des chroniques, la guerre ayant éclaté, pour réfléchir sur le présent immédiat, ce qu'on est en train de vivre là, maintenant. Et évidemment que c'est un Guillemin historien de l'immédiat qu'on n'a pas tellement par ailleurs dans son œuvre, puisqu'il a beaucoup écrit sur le 19e siècle, et il ne peut pas être l'écrivain de l'immédiat. Les seuls moments où on a un petit peu cet effet, mais pas de la même manière que là, c'est dans un livre que, si vous connaissez Guillemin, vous connaissez sans doute, qui s'appelle « Nationalistes et nationaux ». C'est un des livres de lui qui ont eu du succès, ça a été vendu à peu près à 20 000 exemplaires, alors que la moyenne de ses livres, c'était plutôt 3 000. Et donc ce livre, Nationalistes et nationaux, raconte, en gros, pour aller vite, l'histoire de la droite entre la guerre de 70 et la guerre de 40. Et à la fin du livre, Guillemin, qui publie ça en 1974, raconte les débuts de l'État français, ou en tout cas les prémices de l'État français en juin et juillet 40 à Bordeaux, où il enseignait, parce qu'il les a vus en direct. Donc il évoque les orateurs d'extrême droite, il évoque l'atmosphère de la rue dans Bordeaux, c'est tout à fait intéressant à lire, mais c'est reconstitué 30 ans après, ou 35 ans après. Alors que là, dans le texte que je viens de vous lire, on a vraiment quelqu'un qui a sur sa table un papier qui parle de la veille et
de ce qu'on aurait dû voir depuis longtemps. Et quand il parle de Denis de Rougemont, quand il parle de beaucoup d'autres écrivains, il a un petit peu la même attitude de est-ce que nous sommes conscients de notre présent? Et vu que la manière dont le monde va bien en ce moment, c'est pas inintéressant de faire le rapprochement, parce que évidemment, on pourrait trouver des analogies. Donc j'ai tenté, évidemment ça ne couvre pas tout ce que vous pourrez découvrir en lisant ce livre, ce que je souhaite, vous le devinez, mais j'ai essayé de donner un éventail le plus large possible, hein, de l'humour vachard, dont il a gardé ensuite la maîtrise, mais qu'il a utilisé autrement dans ses écrits, à la réflexion véritablement grave et personnelle. Et tout à la fin, pas dans le tout dernier article, mais dans l'avant-dernier, qui est un article sur les chroniques qu'il n'a pas eu le temps de faire parce que la série va s'arrêter à cause de la guerre, et il a un paragraphe assez important de remerciements visiblement très très sincères à la rédaction du journal qui, pendant 2 ans, plus de 2 ans, l'a laissé totalement libre d'écrire ce qu'il voulait et n'a jamais fait une virgule de censure sur les textes qu'il envoyait. Et bien sûr que ça a compté pour lui. Quel intellectuel ne rêverait pas d'une telle liberté, d'une telle bienveillance? Et je pense que c'est une partie de l'explication de la qualité de ces chroniques. Alors, c'est peut-être plus sensible dans l'anthologie telle que je l'ai faite, parce que j'ai essayé de garder ce qui était le meilleur à mes yeux. Il y en a qui sont moins accentués, qui sont moins réussis. Il y en a où on voit vraiment qu'il n'a pas accroché du tout. Il y a un roman de Diberti qui s'appelle Abraxas. Je crois qu'il n'a pas du tout entré dedans. Manche-clou de Cohen non plus. Évidemment, il ne peut pas non plus, en 1939, deviner qui sera le Cohen de Belle du Seigneur. On ne peut pas non plus tout demander à un critique d'un moment donné. Ce que je trouve, la chance que nous avons, à mon avis, et qui a été aussi ma chance d'éditeur, parce que c'était passionnant de travailler à éditer ça, c'est qu'en un laps de temps court, Guillemin a eu à lire et à présenter à ses lecteurs un nombre de livres importants qui n'est pas toujours aussi élevé dans peu de mois, si vous voulez, parce que je vous ai cité Malraux, Bernanos, mais il y a aussi, de Bernanos aussi, mais dans le domaine romanesque, La Nouvelle Histoire de Mouchette, article magnifique. Il y a donc 3 articles sur Mauriac, il y a vraiment beaucoup de choses. L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont, gros article, il est un peu perplexe devant ce livre sur l'amour médiéval et l'amour absolu, mais enfin il fait un article visiblement travaillé. Donc tout ce que je peux dire, c'est que c'est un Guillemin qu'on ne connaît pratiquement pas quand on a lu ses livres d'histoire et d'histoire littéraire postérieure qui ont une toute autre allure. Et 2, c'est une invitation à moi-même éventuellement à éditer d'autres groupes d'articles. Je vous citais la chronique d'un irrégulier du Provençal. Je ne connais pas ces petits articles qui ont duré pendant 2 ans. Et c'est pas numérisé, il faut aller à la Bibliothèque nationale ou aux archives du journal à Marseille. Il faudra que ça se fasse un jour, parce que je suis sûr qu'il y a des choses à en tirer. Autrement dit, on a encore bien du pain sur la planche. Alors, j'ai sûrement pas dit tout ce qu'on pouvait dire, mais si vous avez des questions, je serai, comme disent toujours les orateurs dans ces cas-là, et c'est sincère, très heureux d'y répondre, ou de tenter d'y répondre. Parce que quelquefois, quand on n'a pas parlé d'un thème, c'est qu'on trouve qu'il est un peu casse-gueule et qu'on essaye de le contourner. Mais j'ai quand même pas contourné ces lignes. Je ne pouvais pas. Voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas pour les questions.